pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc je m'appelle Floriane Olivier, je suis orthophoniste donc au Québec dans une école spécialisée. Et moi, c'est Julie Paquet, je suis enseignante dans une école spécialisée. Floriane et moi, on travaille ensemble. On accueille des jeunes qui ont entre 12 et 21 ans. Ils ont tous une déficience intellectuelle, que ce soit de moyenne à profonde, et ils ont un autre trouble associé comme un TSA ou une déficience motrice grave. Floriane et moi, on essaie de se faire connaître sous le nom de Sadissa. On espère que vous en entendez de plus en plus parler. On a une page web, sadissa.com, et un groupe Facebook. Probablement que vous connaissez déjà le groupe Facebook si vous êtes présent aujourd'hui. Et on essaie de publier assez régulièrement des ressources en lien avec la CAA. Merci pour vos petites présentations, là. On voit qui vous êtes, donc c'est super. Bon courage pour... alors, c'est Christelle qui découpe des plastifications. On te soutient, c'est du travail aussi. Donc, on va commencer tout de suite, en fait, à vous présenter l'article dont on va parler aujourd'hui. Je vais d'ailleurs tout de suite vous mettre les références dans les commentaires, comme ça vous y aurez accès. Donc, je ne vais pas vous le lire en anglais, mais je vais vous donner la traduction. Donc, l'article dont on va parler, en fait, on va s'appuyer sur un article par rapport au sujet d'aujourd'hui. Le sujet, comme vous l'avez pu voir, c'est la CAA à l'âge adulte et les raisons pour lesquelles il n'est jamais trop tard, soit pour débuter en CAA, soit pour persévérer dans ce qui a déjà été amorcé dans la vie de la personne quand elle était plus jeune. Donc, l'article sur lequel on s'appuie pour ça, je vais vous le traduire. Donc, c'est Il n'est jamais trop tard, défaire les mythes sur la communication chez les adultes présentant des déficiences graves. Quand on lit cet article, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les personnes avec une déficience intellectuelle. Et c'est pas surprenant aussi parce que c'est un article qui a été écrit par plusieurs auteurs qui font partie d'un comité. Donc, c'est un comité qui a été formé aux États-Unis. Je vous mets aussi le nom complet de ce comité. C'est un groupe qui est formé de plusieurs représentants qui sont membres d'associations diverses, dont l'Association des orthophonistes américaines et aussi l'AAIDD, qui est l'Association américaine des déficiences intellectuelles et développementales. C'est d'ailleurs en fait eux qui ont... c'est dans une publication de leur journal, on va dire, que cet article a été publié, d'ailleurs. Donc, ce comité, son but, c'est de défendre les intérêts des personnes qui ont des besoins importants en matière de communication. Souvent, ces besoins-là résultent à la base d'une déficience intellectuelle qui peut coexister avec de l'autisme ou avec une limitation sensorielle ou motrice. Donc, c'est en fait, ces personnes-là sont finalement les personnes que nous, avec Julie, on côtoie au quotidien, sauf qu'elles sont devenues adultes. Je te laisse la parole. À travers les 30 dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour défendre les intérêts des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des atteintes importantes au niveau du langage, au niveau de la communication. Il y a d'ailleurs deux auteurs de l'article auquel on fait référence aujourd'hui, c'est Sevcik, si je le prononce bien, et Romsky, qui ont travaillé aussi sur d'autres mythes en CAA, qui touchent plutôt les interventions précoces, donc chez les plus jeunes, les enfants. Et dans le fond, ils essaient de nous convaincre qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à utiliser la CAA. L'article est apparu en 2005 et ces mythes-là, ce sont 5 mythes, c'est de plus en plus connu. L'article est d'ailleurs disponible, traduit en français. On va mettre le lien dans les commentaires à la fin du Facebook Live, je pense qu'on va attendre. Vous allez avoir toutes les ressources, dans le fond, auxquelles on va faire référence aujourd'hui. On va mettre les liens dans les commentaires à la fin du Facebook Live. Mais je voulais quand même vous parler de belles ressources qui ont été publiés, des petits visuels qui parlent un peu des mythes en intervention précoce. Il y a d'ailleurs le site Capable
Je l'ai en version imprimée parce qu'on n'est pas capable d'avoir de PowerPoint pour faire une belle présentation, mais ça vous donne quand même une idée. Donc, un beau visuel qui a été créé par le site Capable. Il y a aussi le collectif Ma Voix, Mes Droits. Attendez un petit instant. Qui a fait un visuel en 2 parties. Vous pouvez... Oups. Vous pouvez avoir accès à ces visuels-là, Stop au mythe de la CAA sur leur site. Et il y a aussi la Déclaration des droits du communicant. Juste une petite seconde. À la base, ça a été écrit en collaboration avec la NJC, que Florian nous a parlé un petit peu plus tôt. La Déclaration des droits du communicant, ça reconnaît que chaque personne a le potentiel de communiquer et qu'elle a des droits. Ça a été traduit en français par API CAA, donc vous pouvez y avoir accès sur leur site. Encore une fois, on va vous laisser le lien. Et c'est disponible aussi dans la version originale anglophone sur le site de l'ASHA. L'ASHA, c'est le American Speech Language Hearing Association. Wow, je l'aurais pas essayé, moi. Je pense qu'au Québec, ils ont un meilleur accent en anglais que nous, les Français. Alors, c'est mon tour. Oui. Donc, vous avez pu voir à travers les documents que Julie vous a présentés qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été publiées pour ce qui touche à la CAA dans l'enfance, en intervention plus précoce. Mais dans les faits, pour ce qui est des adultes, on peut voir qu'il y a eu beaucoup moins de les recommandations, tout ce qui est sorti pour les enfants, ça n'a pas été toujours considéré pour les adultes. Et il y a beaucoup de défis puis de mythes qui persistent aussi, autant chez les enfants, d'où l'importance d'avoir ce genre de publication, mais aussi dans la vie adulte, donc à tous les stades de la vie. Alors, l'article qu'on vous présente aujourd'hui, c'est en fait à travers une réunion du comité NJC qu'il a été discuté de ces différents mythes. Donc, c'est des mythes qui vont expliquer pourquoi parfois la mise en place des services en CAA à l'âge adulte n'est pas faite, qu'est-ce qui nuit. Puis, le but de l'article, c'est de décrire ces mythes, mais aussi de les défaire à travers différents exemples qui s'appuient sur l'expérience clinique des différents professionnels qui étaient autour de la table, mais aussi du vécu des familles et d'études scientifiques. Donc nous, on va vous décrire ces différents mythes tout au long de la présentation avec les exemples qui sont ressortis de l'article qu'on a lu. Il y a une partie de l'article qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais pour laquelle on va vous envoyer des petits supports visuels qui concernent plus le comment devenir un défenseur de l'implantation de la CAA à l'âge adulte. Donc, on vous partagera ça par la suite, mais déjà, avec ce qu'on va vous dire aujourd'hui, vous allez avoir vraiment une explication des mythes et aussi des arguments pour dire, oui, la CAA à l'âge adulte, ça vaut la peine et c'est plus que nécessaire. Alors, commençons tout de suite avec le premier mythe. Je vous le lis. Donc, intervenir au niveau de la communication des adultes avec une déficience intellectuelle ne vaut pas la peine. Donc ça, c'est un mythe qui est basé sur la croyance que si la capacité de communication expressive et réceptive ne s'est pas développée auparavant, elle ne se développera pas à l'âge adulte. À ce sujet, il y a Van der Meer et ses collaborateurs en 2017 qui ont examiné 22 études qui portaient sur l'offre d'intervention en communication dans des programmes de jour et des milieux résidentiels. Dans ces milieux-là, desservaient principalement des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Dans l'ensemble de ces études-là, il y a eu certaines cibles pédagogiques qui ont été appliquées par le personnel, comme accroître les possibilités de communication pour la personne handicapée, améliorer et ou augmenter la fréquence des interactions positives et élaborer des plans de communication. Il y a certains plans qui avaient des objectifs plus spécifiques, comme l'enseignement de certains signes, des compétences de prise de décision, puis l'utilisation de dispositifs de CAA particuliers. Le personnel a été formé pour intervenir individuellement ou en groupe par de la modélisation, des jeux de rôle, des discussions. Et
Van der Meer et ses collaborateurs, ils ont conclu que collectivement, ces études-là ont démontré que les intervenants directs, dans le fond le personnel de soins, pouvaient apprendre à intervenir au niveau de la communication et les adultes qui présentaient une déficience intellectuelle, de leur côté, pouvaient faire des progrès en matière de communication, même s'ils ont dépassé ce qu'on considère la période typique de développement du langage et de la communication. Donc, je pourrais dire qu'en sachant ça, faut être conscient qu'il ne faut pas priver des adultes d'intervention en CAA parce qu'on pense qu'ils sont trop vieux pour améliorer leurs compétences en communication. Puis je vais y aller avec un deuxième exemple. C'est l'exemple d'une personne adulte qu'ils ont appelée Jane dans l'article, qui avait finalement 30 ans au moment où elle a été référée pour mettre en place une aide technique à la communication avec une sortie vocale. Donc c'est vraiment à 30 ans qu'elle a eu sa première exposition avec la CAA. C'est une personne qui avait, on lisait dans l'article, donc on a lu un autre article en fait. Cet article donc cite différentes études. Donc l'étude qui parle de Jane, elle a été écrite par Cheslock et un collectif d'auteurs. Donc en allant consulter un peu cette étude-là, on a eu un portrait un peu plus complet de Jane que vous n'aurez peut-être pas dans l'article qu'on vous présente aujourd'hui, mais vous pourrez trouver d'autres informations si vous allez chercher l'article de Cheslock. Donc, Jane avait une déficience intellectuelle moyenne et plusieurs atteintes au niveau du langage et particulièrement au plan expressif du langage. C'est une personne qui a été scolarisée de l'âge de 5 ans à 20 ans. On est aux États-Unis, c'est là que ça se passe. Et donc, elle était dans une école spécialisée, probablement un peu comme la nôtre. Elle a eu des services en orthophonie en privé ou en libéral pendant 2 ans. Mais pendant ces 2 années, il n'y a pas eu d'intervention au niveau de la CA parce que cette personne-là a été capable de dire des mots. Elle avait une parole qu'on a jugée fonctionnelle à l'époque. En fait, quand elle a été évaluée à l'âge de 30 ans, ce qui ressortait, c'est qu'elle communiquait avec des mots isolés, parfois des combinaisons de 2 mots, mais que sa communication était quand même aussi davantage, elle se faisait davantage à travers des vocalisations, des expressions faciales, peut-être des gestes, des images, mais qu'elle ne se servait pas tant de la parole en vrai. C'est même une personne qui était décrite comme quelqu'un de timide, qui avait souvent la tête baissée, qui s'appuyait beaucoup sur sa mère pour se faire comprendre à l'extérieur de la maison, qui n'avait pas beaucoup d'initiative au niveau de la communication en fait. Donc, le but de la référer pour une aide technique à la communication, c'était de lui permettre de communiquer davantage avec ses partenaires familiers, mais aussi des partenaires moins familiers, et de pouvoir participer plus, prendre plus d'initiatives de communication. Donc, suite à l'évaluation en CAA, elle a obtenu un appareil qui lui permettait d'avoir environ une 50aine de messages par tableau, donc un logiciel avec lequel elle pouvait activer plusieurs mots, combiner, former des phrases, utiliser des messages préprogrammés. Elle pouvait aussi avoir accès à un clavier puis à la prédiction de mots. Donc, les interventions puis l'étude, elle a duré environ 2 ans. Puis le bilan, après l'introduction de l'appareil de CA, c'est qu'on a vraiment vu une augmentation dans les initiatives de communication de Jane. Elle apprenait plus de tours de parole en conversation, elle répondait plus aussi aux questions des personnes autour d'elle, elle pouvait faire plus de commentaires. On a aussi vu que cette personne-là qui comptait beaucoup sur sa mère dans les milieux extérieurs, elle a commencé à communiquer, prendre des initiatives avec des partenaires ailleurs dans la communauté, donc l'hygiéniste dentaire, des serveurs au restaurant, des membres de la famille élargie aussi. Donc c'est sûr que ça a vraiment étendu ses partenaires de communication. Elle s'est même mise à communiquer avec sa petite nièce qui venait de naître. Donc elle prenait son appareil, puis elle pouvait commenter ce qui se passait dans la pièce, nommer les émotions des gens, des objets, puis chercher de l'interaction avec sa petite nièce. L'autre chose aussi, c'est que la famille, à travers cet outil de communication, ils ont commencé à donner plus souvent des opportunités de communiquer à Jane. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça lui a permis, elle, de s'habiliter puis d'apprendre à utiliser son appareil. Mais aussi, à travers l'utilisation de cet appareil, la famille s'est rendue compte que Jane
en entendant les commentaires que Jane faisait, puis la façon dont elle prenait part aux conversations, qu'elle comprenait beaucoup plus de choses que ce que la famille pensait. Donc l'accès à l'appareil a permis de donner un portrait en fait de ses pensées qui était plus juste que ce que sa communication expressive au départ était capable de montrer. Ça, on va d'ailleurs vous en parler un peu plus dans un des autres mythes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, en fin de compte, ben, c'est sûr que tous ces outils qui ont été mis en place, ben, ça a permis à Jane d'avoir une plus grande confiance dans ses capacités de communication, puis dans son désir d'interagir avec les autres. Et même, son intelligibilité au niveau expressif à l'oral s'est améliorée, puis elle retrouvait plus facilement des mots à l'expressif. Donc, la CA a eu un impact aussi positif sur son expression orale. Donc, ces deux exemples, celui que Julie vous a présenté tantôt, puis Jane montre aussi à quel point il y a un gain à continuer ou à commencer des interventions en CAA à l'âge adulte, que ce soit dans une structure où on va former le personnel ou par l'introduction d'outils de CAA auprès des adultes qui auraient peut-être un peu stagné dans le développement de leur communication pendant l'enfance. Donc, même si ils sont devenus adultes, même si elles sont devenues adultes, toutes ces personnes-là, ben, il y a vraiment une plus-value. Le langage continue, la communication continue à se développer tout au long de la vie. Donc, si on leur fournit effectivement le support et les services appropriés. Passons au mythe numéro 2. Si les interventions en matière de communication, de langage et de littératie n'ont pas fonctionné pendant l'enfance, elles ne fonctionneront pas aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans l'enfance que ça ne fonctionnera jamais, il faut se le dire. Hein, en vieillissant, la personne acquiert une plus grande maturité. Parfois, les besoins de santé changent. Il y a des nouveaux contextes environnementaux, par exemple si la personne est en situation d'emploi. Et il y a aussi forcément des nouveaux partenaires de communication. Il y a aussi le développement de nouveaux moyens de communication qui sont plus appropriés, qui justifient l'importance de poursuivre les interventions à l'âge adulte. Et c'est super important là, quand on a des adultes, quand la personne est adulte, qu'il y ait une évaluation continue de sa communication pour qu'on puisse lui fournir des interventions qui vont être bénéfiques dans tous les contextes de sa vie adulte. Si je peux faire le parallèle là, concernant la maturité, nous, on travaille avec des jeunes qui ont de 12 à 21 ans et il y en a une différence dans la maturité de nos jeunes qui arrivent à l'âge de 12 ans et ceux qui ont 18, 19, 20 ans. Parfois, il y a des interventions qui ont été tentées quand ils étaient plus jeunes, puis c'est rendu un petit peu plus vieux que là, on voit un effet, un réel impact sur eux. C'est pas toujours tranché au couteau, là, c'est seulement la maturité qui a fait la différence. Je pense que ça joue pour beaucoup, là. Parfois, ils ont un petit peu plus d'attention, ils ont des intérêts qui ont changé, tout ça. Donc, c'est la même chose pour les adultes. Dans le fond, cette maturité-là continue de s'installer. Puis, il y a certaines interventions qui pourraient avoir été tentées auparavant qui vont avoir un impact sur la personne maintenant. Il y a aussi qu'avec le temps, il y a des nouvelles interventions qui se développent, des nouvelles technologies, des nouvelles approches pédagogiques. C'est tant mieux, hein? Il y a des gens qui se penchent là-dessus, qui font des recherches, puis qui proposent de la nouveauté qui fait avancer en CAA. Si je reviens à l'exemple de Floriane tantôt, de Jane, elle a eu un outil de communication high-tech seulement à l'âge de 30 ans pour la première fois, là, dans le fond. Et c'est parce qu'un système comme ça n'existait pas auparavant quand elle était petite. Puis sans une évaluation alors qu'elle était adulte, ben, elle n'aurait pas eu accès à un tel système, puis elle n'aurait pas pu développer ses compétences en communication. Et puis, on a su aussi qu'elle a, en plus de ça, développé sa lecture et ses compétences en orthographe à l'âge adulte. Parce que là, étant donné que quand elle communiquait, elle avait accès aux mots et aux symboles qu'elle utilisait pour communiquer. Le mot s'affichait dans le fond dans la bande phrase.
Cette exposition-là à l'orthographe des mots associée avec la synthèse vocale, ça a fait en sorte qu'elle a développé ses compétences davantage, là, dans le fond. Elle a augmenté ses compétences en orthographe. Et puis, Jane s'est mise à écrire des mots dans plusieurs contextes. Parfois, elle utilisait son système de communication pour s'aider. Des fois, elle le faisait sans l'aide du système. Puis elle s'est mise à écrire toutes sortes de choses, là, des listes d'activités de la journée. Elle écrivait des messages sur ses animaux de compagnie. Euh, elle écrivait aussi parfois les activités qui étaient à venir, comme s'il y avait la visite d'un parent, un peu comme quand nous, on se fait un calendrier. Ben là, elle écrivait certains mots comme ça. Donc, même si Jane, comme Floriane le mentionnait tout à l'heure, elle avait reçu un enseignement de la lecture, de l'orthographe, toute sa scolarité, elle a été scolarisée, tout ça, c'est vraiment l'accès constant à son système de communication dans plein de nouveaux contextes qui lui a permis de développer des nouvelles compétences. Donc on voit que la maturité, aussi l'apparition de nouvelles technologies tout au long de la vie des personnes justifie d'autant plus de continuer à intervenir au niveau de la communication et de la CA. Et il y a aussi d'autres paramètres qui interviennent dans l'âge adulte, notamment des nouveaux besoins qui vont être associés à des nouveaux milieux de vie ou des nouveaux partenaires de communication. On sait qu'il y a beaucoup de personnes avec une déficience intellectuelle qui vont continuer à habiter avec leur famille à la fin de leur scolarité, mais avec le vieillissement des parents, à un moment donné, ces personnes-là vont peut-être changer de partenaire, peut-être vivre avec d'autres membres de la famille ou parfois intégrer des structures avec du personnel qui va s'occuper d'eux. Et c'est sûr que tous ces nouveaux milieux et ces nouveaux partenaires, ça implique aussi des nouveaux besoins de communication. Parce que peut-être là, je vois qu'il y avait plusieurs parents qui étaient présents, on peut avoir l'habitude de bien comprendre notre enfant au quotidien à travers ses habitudes de communication qui peuvent être parfois moins conventionnelles ou qui vont être peut-être plus personnelles à la personne, qui va par exemple avoir des gestes qu'il a inventés lui-même ou des vocalisations, des approximations de mots que la famille va bien comprendre, la famille proche, mais quand la personne va arriver dans un nouveau milieu avec de nouveaux partenaires, ça ne va pas forcément être compris par tout le monde. Et le fait de ne pas être compris peut engendrer aussi des comportements qui vont être plus... des comportements, on peut dire, défis. Je pense que c'est un peu le terme utilisé en France. Ici, on va parler de comportements qui sont non acceptables socialement. Ou même parfois de troubles de comportement. Puis c'est sûr que la présence de troubles de comportement, le fait aussi, l'absence de moyens de communiquer, ça a un impact sur la qualité de vie des personnes, mais ça a aussi un impact sur la possibilité pour eux d'intégrer des structures ou des nouveaux milieux de vie où ils vont être bien. Nous, on le voit juste avec nos élèves, là, que quand à l'âge de 21 ans, il faut essayer de voir où est-ce que nos jeunes vont pouvoir aller dans leur vie adulte, est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans des activités des centres où ils vont pouvoir passer quelques journées dans la semaine. Un des critères aussi, ou quelque chose qui rend les choses difficiles, c'est quand nos élèves ont des difficultés au niveau du comportement. Ça va être plus difficile de trouver des places pour eux pour la suite. Donc on le vit déjà avec nos jeunes, même si on travaille sur leur communication tout au long de leur scolarité. Donc ça nous montre, que c'est pas réglé à 21 ans et qu'il faut encore travailler là-dessus, et que c'est encore plus important de continuer à l'âge adulte en lien avec toutes les transitions de milieu de vie et de partenaires de communication. D'autres nouveaux besoins, mais je l'ai un peu dit, il est possible aussi que les personnes avec une déficience intellectuelle puissent travailler, que ce soit de façon bénévole ou rémunérée. Et dans ces nouveaux milieux, il y a des nouveaux besoins qui se font sentir, autant au niveau du vocabulaire qu'au niveau des interactions avec les partenaires de communication, ce qui est attendu socialement, là, peut-être saluer, avoir des formules de politesse qui vont peut-être être plus importantes aux yeux des gens qui les côtoient dans un milieu professionnel. Puis un autre besoin qui peut émerger davantage encore à l'âge adulte, on a pu lire que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont un risque plus élevé à l'âge adulte de souffrir de douleurs chroniques, soit parce qu'il y a d'autres problématiques associées, une déficience motrice, soit parce qu'ils peuvent avoir des accidents, il y a plusieurs choses qui peuvent faire partie de leur profil, qui va faire en sorte qu'ils auront peut-être plus de douleurs. Et
Ben, je pense que vous le savez, mais c'est difficile pour les personnes avec une déficience intellectuelle de faire comprendre leur douleur. D'ailleurs, on a pu lire aussi que des chercheurs ont étudié justement en interrogeant des soignants. Donc, on va être dans une étude de Walsh, ils ont interrogé plus de 2000 soignants. Et ce qui ressortait, c'est que les adultes avec une déficience intellectuelle ont pratiquement aucune influence sur les décisions qui concernent leurs soins de santé. Donc, c'est quand même... c'est quand même préoccupant de voir qu'il y a autant de soignants qui font le même constat. Puis habituellement, ben, on va savoir que les personnes ont des douleurs parce que elles vont pleurer, vont faire des grimaces, vont avoir des changements au niveau de leur humeur et même diminuer dans le niveau d'activité qu'elles ont. C'est un peu comme ça qu'on va déceler qu'elles se sentent pas bien. Mais c'est pas toujours, le personnel va pas toujours bien interpréter, déceler ces indices. Donc, ce qui était recommandé dans l'article de Walsh, c'était de former le personnel pour reconnaître la façon dont la douleur est exprimée sous des formes qui ne sont pas faites à travers l'expression orale, mais aussi pour pouvoir adapter le contenu de l'information qu'ils donnent aux personnes avec une déficience intellectuelle pour qu'elles puissent participer aux décisions qui sont prises en lien avec leur santé. Donc ça nécessite un accompagnement en CAA. Ça ne peut pas se faire tout seul, de former du personnel. Donc ça justifie encore plus l'importance que les interventions au niveau de la communication continuent. Mais aussi, pour former le personnel, mais aussi pour habiliter les personnes elles-mêmes à exprimer leur douleur. Donc on vous a donné différents exemples pour justifier en quoi il faut continuer les interventions au niveau de la communication, parce que même si ça n'a peut-être pas fonctionné dans l'enfance, à l'âge adulte, les nouveaux besoins, la maturité, les nouvelles technologies qui apparaissent peuvent permettre que ça fonctionne et donner beaucoup plus d'outils aux adultes avec une déficience intellectuelle. Maintenant, le mythe numéro 3. Je vous le lis. Les besoins, pensées, sentiments et la compréhension des adultes avec une déficience intellectuelle sont rudimentaires. Ils n'ont pas besoin de services approfondis au niveau de la communication. Ça, c'est bien malheureux parce qu'on pense trop souvent que les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont capables de penser très peu élaborées. Ce qui va faire en sorte que les gens qui s'adressent à ces personnes-là s'expriment auprès d'eux en donnant des informations très, très simplifiées, voire même infantilisantes parfois. Et ça les prive de s'engager dans des conversations qui sont plus riches et souvent, ils sont aussi privés d'accès à l'alphabétisation. J'ai un exemple, une illustration en fait de Tony Jones. Tony Jones, c'est un illustrateur qui aime mettre en image un peu son vécu en CAA. Si je vous le lis rapidement, la dame dit que tu es un bon garçon. Et lui de répondre, je suis pas un garçon, j'ai 69 ans. Hein, c'est un peu un rappel qu'il faut se rappeler, dans le fond, à qui on a affaire. On s'adresse à un adulte, donc on lui parle comme un adulte. C'est pas parce que la personne est en fauteuil roulant ou qu'elle utilise un outil CAA pour s'exprimer qu'on peut pas lui parler comme une personne de son âge. Donc, c'est important de se souvenir de ça. J'ai un autre exemple. C'est un jeune de 21 ans qui est aveugle de naissance. Lui, il est encore à apprendre à lire le braille de niveau première année. Floriane me dit que pour vous, en France, c'est l'équivalent du cours préparatoire. C'est ça? Mais ce jeune-là, malgré qu'il soit seulement de niveau première année dans l'apprentissage de la lecture, il aime beaucoup écouter des lectures auditives, mais de niveau adulte. Surtout si c'est des sujets qui touchent les intérêts de son beau-père. Et il a démontré qu'il est capable de comprendre des concepts qui sont issus de ces lectures auditives-là et de s'engager dans des conversations qui touchent ces sujets-là. Donc, ces deux exemples-là, ça nous démontre bien que comme professionnel ou parent, on doit être extrêmement prudent de ne pas juger la complexité de pensée d'une personne handicapée en se basant uniquement sur sa communication expressive.
Les personnes qui sont handicapées, qui sont atteintes d'un handicap, sont souvent plus compétentes au niveau réceptif qu'en communication expressive. Je pense que c'est important là, de porter son attention sur l'évaluation des forces de l'individu et aussi sur l'amélioration de l'accès à différentes formes et modalités de communication. De cette façon-là, des adultes, même ceux qui ont une déficience intellectuelle profonde, peuvent davantage démontrer la complexité de leurs pensées, de leurs sentiments et de leur compréhension. Donc, voilà. Puis on le voit aussi avec un autre exemple, c'est l'exemple de Kyle. C'est un jeune qui a été exposé au langage écrit tout au long de son enfance, au moins jusqu'à 15 ans. Et ce jeune-là, au départ, il avait un outil de CAA qui était basé sur des symboles. Puis à l'âge de 15 ans, ben, avec les avancées aussi de la technologie puis tout ça, il a pu obtenir un système qui était plus basé sur l'écrit. Et ce que ça a permis, c'est qu'à travers l'écrit, ben, ce jeune, il a vraiment pu exprimer davantage ses pensées, mieux se faire comprendre et donc mieux démontrer, on va dire, toute sa compréhension, puis tout son raisonnement. C'est intéressant de penser aussi que quand on donne un accès au langage écrit, puis à différents outils qui continuent à se développer au fur et à mesure que la technologie avance, ben ça peut donner d'autres opportunités aux jeunes. Puis justement, dans l'article, on voyait que ça peut même donner des options pour des études postsecondaires pour nos adultes avec une déficience intellectuelle. Donc, il ne faut vraiment pas se baser sur ce qu'on voit à l'expressif parce qu'au niveau réceptif, il y a vraiment les capacités pour faire émerger des apprentissages et aussi même l'accès au langage écrit. Donc, pour conclure sur ce mythe, donc c'est important de ne pas se fier à l'expression orale seulement, mais présumer du potentiel de nos adultes en leur donnant accès au langage écrit dès le plus jeune âge. Donc, même si ça ne paraît pas forcément dans le jeune âge, ben, ces personnes-là font beaucoup d'apprentissage et ça va pouvoir vraiment leur permettre de mieux communiquer leurs pensées avec le temps. Alors, on est rendu au dernier mythe, le mythe numéro 4. La communication orale est la seule vraie communication. À mon avis, ce mythe-là est facile à défaire parce que tout individu, on utilise une combinaison de formes et modalités de communication quand on s'exprime. Hein. On va avoir des expressions faciales, on va faire des gestes, on a des messages écrits. Donc, c'est vraiment pas seulement la parole qui est valide quand on communique, il y a plein d'autres moyens. Par contre, il y a trop souvent de gens qui disent que les adultes qui ont une déficience intellectuelle ne communiquent pas parce qu'ils n'utilisent pas la parole pour communiquer. Et là, je pense que là, notre devoir comme professionnel ou comme parent, c'est de corriger ce mythe-là en informant les gens, en partageant les différentes façons dont les personnes qui ont une déficience intellectuelle communiquent. C'est pas parce qu'une personne utilise seulement une dizaine de mots pour exprimer certains besoins qu'elle n'est pas capable d'utiliser des gestes ou des images pour se faire comprendre et être fonctionnelle dans sa communication. Hein. Il y a aussi certaines personnes qui croient que d'utiliser la CAA, ça va réduire la probabilité que la parole soit utilisée. Ça, il y a de plus en plus de données de recherche qui prouvent le contraire. La CAA, ça ne limite pas la parole. Son développement, ça peut au contraire améliorer l'utilisation de la parole. Puis aussi un autre axe par rapport à ce mythe, parce que pour nous, c'est logique que la communication, elle ne se résume pas à la modalité orale, mais dans les études qui étaient citées par l'article qu'on vous présente, il ressortait quand même que que le personnel des établissements résidentiels et professionnels qui accueillent les adultes avec une déficience intellectuelle ont vraiment besoin de formation pour mieux communiquer avec elles, parce que souvent, effectivement, ils vont vraiment se fier sur la modalité orale qui est déficitaire, et ça fait que ils vont beaucoup moins communiquer avec elles. Donc, quand on les forme, on va pouvoir à la fois leur expliquer comment les personnes communiquent, quels sont les différents moyens qui sont utilisés et qu'est-ce que ça veut dire aussi, les différents gestes, etc. Parce que ça va permettre au personnel de mieux les comprendre. Mais aussi, même il était suggéré de créer un petit peu des profils, donc
comme une petite affichette qui va dire comment la personne communique et qu'est-ce qui va faciliter aussi sa compréhension. Comment on peut s'adresser à elle pour qu'elle puisse comprendre ce qu'on lui dit. Donc ça aussi, ça nécessite qu'il y ait des interventions en CAA pour les adultes dans les différentes structures, entre autres, juste pour former le personnel au minimum et en plus pouvoir intervenir avec les personnes, les adultes qui sont là. Donc en conclusion, on a fait le tour de nos 4 mythes et on espère qu'avec ces exemples-là, vous allez avoir quand même de bons arguments pour pouvoir défendre, et justifier l'importance de la CAA à l'âge adulte. Fait que c'est ça, on voit qu'il y a beaucoup d'articles, d'études scientifiques qui prouvent que c'est important de continuer à l'âge adulte, que les adultes continuent à progresser tout au long de leur vie au niveau de la communication. Alors, nous, on aurait terminé un peu ce petit tour de l'article de Sevchik, mais si vous avez des commentaires, des questions, on va les lire, on va les lire si vous les écrivez maintenant. Sinon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors on va vous parler un peu de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour Sadissa. Donc, en février, on a publié quelques ressources sur le low-tech et on va continuer en mars. Donc, surveillez ça, il va y avoir des nouvelles publications sur le sujet. Aussi, la vidéo du Facebook Live a été enregistrée, donc ça va être disponible sur notre groupe Facebook sous peu. Et comme on a mentionné plus tôt, toutes les ressources desquelles on vous a parlé tout à l'heure, on va écrire les liens en commentaire là, une fois le Facebook Live terminé. Donc, vous aurez accès là, aux liens pour accéder au matériel. Et on vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre de notre page web. La page, c'est sadissa.com. Vous avez juste à vous abonner et environ une fois par mois, on envoie une infolettre. Et dans la prochaine, on va vous envoyer en même temps un petit résumé des mythes dont on vient de parler aujourd'hui. En plus de ça, on va vous donner un autre petit bonus. Ça va être des solutions, des petites pistes de solutions, comment défaire ces mythes-là. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Oui, super. Donc, écoutez, on va prendre le temps de lire ce que vous avez écrit dans les commentaires. Puis merci en tout cas d'avoir participé à notre événement. On dirait qu'on a peut-être des questions de Tom Sawyer. Donc, professionnel du secteur médico-social, pas formé à la CAA. J'aimerais beaucoup appréhender tout cela. Auprès de qui puis-je me former? Quel livre lire? Ok, alors bon, on a peut-être plusieurs ressources à vous suggérer au niveau des livres. Si vous êtes en France, il y a plusieurs formations qui se donnent déjà. Il y a des groupes Facebook qui existent aussi. Vous pouvez aller aussi sur le groupe Facebook la CA francophone. Vous allez